Moi, pour le coup, aujourd'hui, je suis directeur commercial d'Albert, donc il y a un CRM tout en un qui gère notamment cette partie conformité. Vraiment, la partie conformité aujourd'hui représente un enjeu essentiel, voire fondamental. Pourquoi? Parce qu'elle se complexifie de plus en plus et donc on a besoin en général d'outils pour justement automatiser cette partie-là. J'ai été conseiller indépendant pendant un peu plus de 4 ans et demi et donc pour créer la filiale Albert sur cette partie CRM. Alors ma vision, c'est effectivement que l'IA est indispensable dans les développements, surtout sur des outils SaaS, parce que c'est pas la question si on doit l'utiliser Ouais. ou pas, c'est plutôt comment. Bonjour Maxime. Bonjour David, Merci d'avoir accepté cette invitation. merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir convié justement à discuter avec toi et échanger aujourd'hui. Merci. Donc l'objectif de cette interview, de cet entretien, c'est de comprendre un peu les métiers autour de la finance. On parle beaucoup spécifiquement d'un conseiller en gestion de patrimoine, on parle des banquiers, on parle des assureurs. C'est des mots qu'on a tous l'habitude d'utiliser parce qu'on a tous un banquier, un assureur. Par contre, il y a tout un tas de métiers qui sont derrière le métier de banquier, d'assureur, de conseiller en gestion de patrimoine et qui sont vraiment utiles, que le grand public ne connaît pas. Et même parfois, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on n'a pas tous les champs et tous les partenaires qu'on aimerait avoir autour de soi, on ne les connaît pas tous. Donc aujourd'hui, tu es venu pour nous parler un peu de ton métier et donc aussi de la conformité, puisque c'est au cœur de ton activité. C'est quoi une journée typique? Donc toi, aujourd'hui, tu es directeur commercial. C'est quoi une journée typique pour un directeur commercial d'un logiciel de conformité? Et qu'est-ce que c'est? Alors tout à fait, moi pour le coup aujourd'hui je suis directeur commercial d'Albert, donc il y a un CRM tout en un qui gère notamment cette partie conformité. Mon quotidien, ça va être justement déjà d'animer la partie commerciale du métier, donc de gérer notre positionnement, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire sur ces parties-là, et notamment après d'orienter le produit pour qu'il soit conforme à ce qu'attendent les conseillers aujourd'hui de nos solutions. Et tu l'as dit justement, la partie conformité aujourd'hui représente un enjeu essentiel, voire fondamental. Pourquoi? Parce qu'elle se complexifie de plus en plus, et donc on a besoin en général d'outils pour justement automatiser cette partie-là, la rendre un peu plus simple, un peu plus fluide, pour pouvoir derrière être plus proactif au niveau de son activité commerciale pour les conseillers. D'accord. Donc toi, ton métier aujourd'hui, c'est déjà d'avoir une veille sur la partie réglementaire, j'imagine, Exactement. de connaître aussi l'ensemble des chambres Oui, tout à fait. et de pouvoir permettre justement aux conseillers en gestion de patrimoine de pouvoir être efficace dans son travail. Je ne me trompe pas? Non, non, tout à fait, c'est exactement ça. Après, nous, de toute façon, au niveau d'Albert, moi, je m'occupe de la partie commerciale, mais on a un responsable conformité qui, lui, justement, fait le lien avec l'ensemble des chambres et des associations des métiers CGP, donc sur les activités CIF, COA, mais là, c'est un peu dans la technique. Mais pour le coup, c'est lui qui va justement être au contact de ces chambres-là pour mettre à jour les informations et que les clients que nous avons sur Albert puissent utiliser l'outil de la meilleure des manières. Et donc, on parle de chambre aussi. Alors, j'ai énoncé le mot, tu l'as repris également. En une phrase, c'est quoi une chambre que vous allez solliciter pour avoir des documents? Alors, c'est une association, pour le coup, qui est là pour accompagner justement les conseillers en gestion de patrimoine être conformes vis-à-vis de la réglementation AMF. Donc, c'est eux qui vont permettre justement de faire le lien entre les cabinets et les autorités de contrôle, grosso modo. Donc, ils donnent des trames un peu différentes à chaque fois, ce qui est un peu compliqué, ils nous complexifie la chose de notre côté, parce que forcément, on a sur la partie CIF 4 associations différentes. Et là-dessus, on doit avoir un outil qui s'adapte à ces 4 associations-là. Sur la partie assurantielle, on en a même un petit peu plus que ça. Donc, d'où le fait pour nous de devoir jongler sur ces parties-là et d'être assez réactif. Ok. Et c'est quoi ton quotidien à toi en tant que directeur commercial? C'est quoi ton métier au-delà du produit que tu distribues? C'est quoi ton métier de directeur commercial? Alors aujourd'hui, mon métier, je suis un peu couteau suisse parce qu'on démarre depuis quand même peu de temps. On s'est lancé à Patrimonia en septembre dernier. Donc je fais aussi le métier de sales actuellement. L'avantage, c'est que, on le verra tout à l'heure peut-être dans mon parcours, mais j'ai une bonne connaissance du métier, ayant moi-même été conseiller par le passé. Donc je fais les rendez-vous avec les conseillers, ce qui m'amuse beaucoup parce que je peux voir justement les différents enjeux et si on est cohérent par rapport à ce qu'eux souhaitent développer. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup au quotidien. Ça me permet surtout de faire les remontées pour adapter notre produit évidemment à ce qu'attend le marché. Donc je fais ces rendez-vous-là, je contacte aussi l'ensemble des partenaires, je fais de la veille réglementaire
et de la veille aussi de nos concurrents, parce qu'on en a quelques-uns, c'est un marché quand même qui est assez dynamique. Et là-dessus, je participe aussi à certains rendez-vous, réunions comme aujourd'hui pour pouvoir parler de notre métier, de notre univers et justement le démocratiser du mieux possible. Merci. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu travailles dans une start-up? Oui, pour le moment, sur cette partie-là, on peut le dire. Ok. Donc, est-ce qu'il y a l'ambiance start-up avec le baby-foot? On l'avait, j'en avais un en plus que j'avais moi-même amené dans les bureaux. Pour le moment, on l'a plus, mais en tous les cas, on a cette ambiance-là au bureau, c'est ce qui est aussi très agréable. Voilà, on travaille dans une bonne ambiance, on est quelques-uns à travailler sur ce beau projet et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, comme on l'a vu, il y a besoin d'être assez réactif Mm. sur cette partie-là, pas mal de concurrents. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, d'hyper, positif pour moi au quotidien parce qu'on voit l'évolution. On a 15 développeurs quand même. Donc, D'accord. l'outil évolue très vite entre les démos que j'ai fait peut-être il y a 2 mois et celles qu'on fait aujourd'hui. On a avancé, notamment sur cette partie réglementaire. On le sait, il y a des évolutions qui Mhm. peuvent être d'un mois à l'autre. Donc, c'est ça aussi qui est assez challengeant au quotidien, c'est de pouvoir en permanence s'adapter aux évolutions et de développer un outil de plus en plus pertinent pour nos conseillers. Super. Et justement, parlons de ton parcours. Donc, tu as évoqué le fait que tu as été toi-même conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est quoi ton parcours exactement pour en arriver jusque-là? On parle que d'expérience pro, on parle aussi des études. Oui, qu'est-ce qui t'a mené? C'était quoi ta réflexion Alors, au départ, pour aller jusque-là? moi, je ne savais pas forcément, enfin, choisir où on veut aller après le lycée, c'est pas forcément évident. Mm. Quoi qu'il en soit, j'ai une forte appétence pour le côté commercial. Donc, d'où le fait que j'ai voulu démarrer dans ce milieu de la finance plutôt en conseil en gestion de patrimoine. Donc, j'avais démarré même en banque privée, qui était un côté assez sympathique. Problème, c'est qu'il fallait travailler à Paris. Moi, j'aime beaucoup le soleil. Donc, j'ai choisi de plutôt partir sur des structures côté conseiller en gestion de patrimoine dans le sud de la France, vers Aix-en-Provence, D'accord. où j'ai travaillé pour un premier groupe qui s'appelait Euodia. Je ne sais pas Ouais, si je on, connais. ouais, si on cite, on cite pas, mais où j'ai été conseiller indépendant pendant un peu plus de 4 ans et demi. J'ai recruté et animé une équipe d'une dizaine de mandataires pendant aussi cette période-là. Donc, on a monté un vrai bureau à Aix-en-Provence où, à l'origine, on était présent qu'à Neuilly. Derrière, j'ai voulu avoir une autre expérience complètement différente, pour le coup, chez un assureur, où j'ai été inspecteur, j'ai géré 3 points de vente différents. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment sur l'assurance de personnes, vis-à-vis des particuliers et des professionnels. Mhm. Donc, c'était quelque chose voilà, où je voulais m'ouvrir et développer de nouvelles compétences sur cette partie-là. Et puis, entre-temps, j'ai appris que le groupe Audia avait été racheté par un autre groupe qui s'appelle Odéalim maintenant. Et donc, pour créer la filiale Albert sur cette partie CRM, et ils avaient besoin de quelqu'un pour mener à bien ce beau projet. Et comme j'avais travaillé moi-même pendant plus de 4 ans et demi sur ce CRM, qui était à l'origine un CRM interne, et que je connaissais bien l'univers, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure. Super. Très bien. Merci. Et justement, par rapport à ce parcours, si tu devais le refaire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, des choses que tu ferais différemment? Enfin, est-ce que j'imagine que tu as une autre vision par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu? Qu'est-ce que tu reprendrais sur ce trajet? Qu'est-ce que tu améliorerais, changerais, ou est-ce que tu garderais tout tel quel? Je garderai peut-être pas, enfin, grosso modo, tout tel quel, parce que les choix que j'ai fait jusque-là, à chaque fois, ont été motivés pour des raisons assez spécifiques. Donc, je suis très content du parcours que j'ai pu avoir et ça m'a permis d'avoir une vraie vision terrain, métier et de comprendre aujourd'hui les clients à qui je fais face au quotidien. Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Ce qui me manque aujourd'hui, si je devais donner un axe d'amélioration par rapport à l'univers SaaS dans lequel j'évolue, c'est toute la partie IT, technique, parce que c'est vrai qu'on travaille au quotidien avec des développeurs qui, eux, vont justement mener et monter des outils pour qu'ils soient le plus pertinents possible pour nos clients. Et moi, j'ai peu de notions sur cette partie-là aujourd'hui. Donc, si je pouvais refaire sur mon parcours peut-être une spécialisation, en tout cas une formation sur ce domaine IT pour mieux comprendre les enjeux et comment ça se passe au niveau des développements, c'est quelque chose qui pourrait m'aider au quotidien aujourd'hui dans ce beau métier et dans les développements d'Albert. Super. J'ai encore une question pour toi. Aujourd'hui, si tu devais t'adresser à des jeunes, lycée, université, école de commerce, euh, comment tu leur partagerais ta vision du métier? Comment est-ce que tu les inviterais peut-être à te rejoindre dans l'aventure, ou est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, en particulier dans ce domaine ou peut-être dans un autre? Alors,
pour des jeunes qui voudraient justement, travailler dans cet univers, à la fois que ce soit l'univers financier ou l'univers de la tech, parce qu'on est un Mhm. peu justement au Ouais, milieu à des 2 cheval entre mondes. les deux, ouais. Exactement, et je leur conseillerais effectivement de faire de solides connaissances. Je vais reprendre. Donc je leur conseillerais peut-être de partir dans l'univers financier, de faire quand même quelques études à ce niveau-là pour avoir deux trois notions. Mais pour le coup, c'est des domaines qui, à la fois, sont assez intéressants parce qu'ils sont challengeants. Il faut avoir une appétence commerciale, il faut avoir quelques notions techniques, on va dire, sur l'univers financier. Mais tout ce qui va être logiciel, etc., je pense qu'il y a un vrai avenir là-dessus parce qu'on a notamment le développement de l'intelligence artificielle Ouais. aujourd'hui qu'on a largement implémenté dans Albert, mais il va y avoir sur les 10 prochaines années de nombreuses perspectives aussi à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un secteur qui est très porteur, tout comme l'est la finance également. Et en plus de ça, c'est des secteurs en général qui sont assez attractifs pour les jeunes parce qu'ils payent quand même plutôt bien. Donc c'est Mhm. aussi un enjeu, je pense, aujourd'hui pour la majorité des personnes qui cherchent une récompense par rapport à leur travail. Donc voilà, grosso modo, sur les conseils, c'est difficile parce que chaque parcours peut être un peu différent. J'ai beaucoup de copains qui ont eu des parcours différents dans cet univers-là, qui ont commencé certains avec des études, d'autres un peu moins, et pour le coup, qui ont des carrières parfois à succès, on va dire. Et même si on est relativement jeune, pour le coup, mes copains et moi dans le métier, mais c'est voilà, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a un niveau d'études requis? Est-ce que, en général, c'est dans les recrutements que tu peux voir, que tu peux constater dans ton domaine, est-ce qu'on est sur des niveaux bac, bac plus 2, bac plus 3, enfin licence, master? Est-ce que c'est important? Mm. Est-ce que ça existe encore le self-made man dans nos métiers ou est-ce qu'il faut effectivement avoir des diplômes? Alors, tu fais bien de poser la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, surtout sur des grosses structures, peut-être un peu moins start-up, mais quand même, les diplômes nous donnent une vraie porte d'entrée, surtout sur Mhm. des postes importants à responsabilité quand on est relativement jeune. Maintenant, des self-made men, ils doivent en rester, mais encore une fois, moi, par rapport à mon âge, j'ai peu de recul sur cette partie-là. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi des exemples de copains qui n'avaient pas forcément fait de longues études, donc qui sont arrêtés soit au bac, soit parfois à bac plus 2, ce qui commence déjà à être un bon niveau, mais qui ont fait leurs preuves au niveau, par exemple, commercial, hein, donc Mhm. des très très bons vendeurs, des très bons sales, qui ont eu de très bons résultats, qui sont montés petit à petit sur des postes assez intéressants et importants, mais eux, parce qu'ils ont fait leurs preuves justement au niveau commerce, donc ça a du sens de prendre des responsabilités à ce niveau-là dans les boîtes. Donc il faut quand même un peu de stabilité dans la boîte, quelques années d'expérience avec des résultats évidemment très positifs. En revanche, pour ceux qui auraient des beaux diplômes dans de grandes écoles, ça permet de sauter quelques étapes, on va dire, et d'arriver un peu plus rapidement sur ce type de poste. Oui, ça reste un bon accélérateur. Exactement. Et après, Oui. c'est aussi le parcours qui fait que, et les opportunités qu'on peut avoir justement dans certaines boîtes. Pour le coup, encore une fois, même par rapport à mon âge sur ce type de poste, c'est pas forcément toujours évident, même si on a les bons diplômes, même si on a pas mal de succès dans les boîtes. Ça dépend, un, de la taille de la structure, et deux, des opportunités et des résultats qu'on peut avoir dans sa boîte. Merci. Et pour finir, ton avis sur donc ton cœur de métier, comment l'IA va changer? Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as Oui. abordé le sujet. Comment tu imagines la situation dans 5 ans? Parce que là, on voit que les évolutions avec l'IA sont exponentielles, donc on voit l'accélération. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui se demandent s'ils doivent l'utiliser. Mon sentiment, et j'imagine que tu le partages, c'est que la question, c'est pas est-ce qu'on doit l'utiliser, c'est comment on doit Exactement. l'utiliser, parce que c'est pour moi inévitable, comme l'a été le téléphone ou comme l'a été Internet ou d'autres utilisations. Donc, c'est quoi ta vision de ton métier particulier, en particulier, pardon, avec tout ce qui est conformité, SaaS et logiciel d'ici à 5 ans? Alors ma vision, c'est effectivement, pardon, que l'IA est indispensable dans les développements, surtout sur des outils SaaS, parce que c'est pas la question si on doit l'utiliser ou Ouais. pas, c'est plutôt comment. Donc nous, on l'a déjà implémenté dans les différents outils. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, notamment dans la gestion de la conformité, par exemple. On peut imaginer pas mal de choses, hein. Si demain, on calque l'IA sur le règlement AMF, il faudra toujours, par rapport aux chambres, que ce soit conforme aux différentes trames, etc. Donc on a un univers pardon, qui est quand même très réglementé. Mais quoi qu'il en soit, arriver à prompter l'IA pour pouvoir justement reprendre une trame, les informations des clients des CGP et les intégrer dans des documents qui sortent automatiquement, c'est à mon avis l'avenir sur cette partie réglementaire
qui va de toute façon être amené encore à évoluer. Donc on va avoir de belles surprises des autorités et des chambres, à mon avis, sur les années qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, enfin, il va y avoir de vraies évolutions là-dessus et des enjeux de développement fondamentaux pour les logiciels de SaaS, donc pour Albert et pour aussi les concurrents qu'on a en face. Merci beaucoup. Donc, c'était avec moi aujourd'hui Maxime Cazer, directeur commercial de Albert. Et nous sommes ici aujourd'hui dans les studios du Revenu, ce magazine qui aujourd'hui a repris aussi de belles couleurs et qui nous permet de pouvoir profiter de leur studio et de pouvoir enregistrer cette interview. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, David. Merci au Revenu aussi pour cet échange et au plaisir de rediscuter ensemble. Merci.